On a pensé, en fait, Mélissa, elle vient tout récemment de se joindre. En fait, elle est prêtée par l'Institut national de santé publique pour agir comme coordonnatrice de la thématique santé ici chez Ouranos. Puis on a pensé que, donc, vu que ça fait juste quelques mois, en fait, depuis début septembre, on a pensé que ce serait intéressant de permettre à Mélissa de venir parler un peu de son parcours et puis les projets sur lesquels elle a travaillé pour comprendre un peu l'angle avec lequel tu viens aborder cette thématique chez nous. Donc, juste pour faire une brève bio, donc elle est médecin spécialiste en médecine préventive et professeure agrégée à l'Université de Sherbrooke. Elle a œuvré comme directrice de santé publique pendant 6 ans en Estrie. Et elle agit, comme je l'ai dit maintenant, à titre de coordonnatrice de la thématique santé ici. Elle a une expertise pour la gestion des catastrophes qui s'est développée notamment par son implication lors de la tragédie ferroviaire de Lac-Mégantic. Je pense que c'est un peu là-dessus que porte la présentation. Avec cette expérience, elle a aussi fourni un soutien important lors des feux de forêt de Fort McMurray en Alberta en 2016, les inondations à la fois en 2017 et 2019 au Québec. Donc, elle est aussi la coordonnatrice de la discipline santé-sécurité dans le réseau Inondation intersectorielle du Québec, donc le RISC. Elle dirige actuellement une étude qui est financée par le Fonds vert, dont vous avez peut-être vu passer dans les médias hier. On te laisse présenter, en fait, pour nous raconter un peu tout ça, environ 45 minutes, puis on ouvrira pour la discussion après. Donc là, mes excuses d'entrée de jeu, j'ai mis trop de diapositives comme on fait souvent, mais il y avait quand même une raison derrière ça, c'est que je me disais qu'ensuite le leg allait demeurer. Donc pour les gens qui veulent revenir, vous allez voir que peut-être que je passe vite sur certaines diapos, mais vous pourrez à tête reposée y revenir par la suite. Donc je pense que j'ai 76 diapos, ce qui n'a pas de sens. Là. Je parle vite, mais quand même. Donc on va commencer sur les conséquences socio-sanitaires, vraiment un peu démystifier de quoi on parle en lien avec les catastrophes environnementales, autant catastrophes naturel, c'est un mot qu'on utilise de moins en moins parce qu'on sait que c'est pas tout à fait naturel, mais bref, les extrêmes hydrométéorologiques, on pourrait dire, ou encore les catastrophes qu'on va dire d'origine technologique, accidents ferroviaires, incendies majeurs et tout ça. Ensuite, on va brièvement aborder la question de réduction de risque et de promotion de la résilience, surtout la résilience que j'appellerais communautaire, qui est un peu mon cheval de bataille, et je vais terminer brièvement avec quelques leçons tirées de mes dernières années impliquées à gauche à droite sur le terrain et en recherche. Donc, c'est important à mon avis. Et ça, c'est grâce, entre autres, à Daniel Maltais de l'Université du Québec à Chicoutimi, qui m'avait contacté, qui m'avait sensibilisé au fait que les catastrophes environnementales, ça a plusieurs caractéristiques que vous voyez ici sur la diapositive, qui font en sorte que les gens sont sujets à développer des conséquences, bien sûr, sur la santé physique, mais aussi beaucoup sur la santé mentale. Vous connaissez ces caractéristiques-là, on ne peut pas juste elles ne sont pas typiques des accidents technologiques ou des catastrophes naturelles, c'est vraiment commun à tout ce qu'on peut appeler catastrophe environnementale. Et sur la santé physique, bon, bien sûr, la panoplie est quand même assez large, mais on va parler des impacts, on va dire un peu plus directs, causés par l'action du désastre, donc les blessures, les intoxications liées à un produit chimique dans l'air, par exemple. Mais après ça, il y a tous les problèmes un peu plus indirects, que ça fait des infections, des problèmes respiratoires liés aux moisissures après inondation, par exemple, des accidents, des complications de maladies préexistantes, un diabète mal contrôlé parce qu'on a laissé des médicaments à la maison à la suite d'évacuation. Habituellement, ces problèmes de santé-là vont surtout être plus marqués dans les premières semaines, voire les premiers mois. Je ne sais pas qu'il faut les banaliser, bien sûr, on a à jouer un rôle là-dedans, mais ce sur quoi je vais aller, c'est les conséquences sur la santé psychologique. Ces conséquences-là, selon la littérature, peuvent être bien sûr dès les premières semaines, premiers mois, mais peuvent surtout perdurer dans le temps, d'autant plus si on n'agit pas adéquatement là, comme société pour soutenir les gens qui sont affectés. Donc, ce qui a été le plus étudié, c'est de loin le trouble du stress post-traumatique dans la littérature, mais il faut aussi se détacher de ce terme-là et reconnaître que ça peut causer des problèmes dépressifs, anxieux, des abus d'alcool, prise de médication à des quantités trop importantes, la détresse psychologique. Ça peut aller jusqu'à l'idéation suicidaire aussi, comme on a pu même entendre parler là, récemment dans les médias.
Et à une échelle peut-être moindre ou à une échelle qui ne serait pas diagnosticable par un médecin en psychiatrie ou un médecin de famille, par exemple, mais qui cause quand même du tort sur la vie quotidienne, on a toute une panoplie de symptômes allant de troubles du sommeil, nervosité, de la difficulté à se concentrer. Donc, tout ça, on lit la liste, ce ne sont pas des symptômes dont on aimerait être affecté quotidiennement pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, sans pour autant être étiqueté là, comme étant atteint d'une pathologie XY. Et tout ça aussi, les symptômes ou les manifestations psychologiques peuvent se traduire en symptômes physiques, ce qu'on appelle des symptômes somatiques. Donc ça, on en voit aussi beaucoup. Selon les études, ça peut varier entre 3 à 78 post-catastrophe de gens qui vont avoir des symptômes vagues, de mal de tête, maux de ventre, fatigue, essoufflement, sans qu'on puisse vraiment trouver une cause physique. Donc on pense que c'est plutôt la charge de stress trop importante, le niveau de les pertes et tout ça lié à la catastrophe qui vont engendrer ces symptômes-là. L'évolution dans le temps, on me le demande souvent. Là, ici, je parle plus de l'impact émotionnel, psychologique. J'aime bien la courbe, mais je vous dirais que l'expérience, entre autres, à Lac-Mégantic, nous démontre que ça peut être plus qu'un an. Mais en gros, ce que la courbe dit, c'est que, justement, on ne doit peut-être pas se fier à ce qu'on voit sur le terrain dans la phase un peu lune de miel. Là. Au début, là, les gens sont sur une décharge d'adrénaline, ils ont l'attention de toute la planète, les médias, la Croix-Rouge, tout le monde est là, ils ont des témoignages de sympathie. Comme je disais, l'adrénaline en tant que telle agit donne une force surhumaine. C'est vraiment quand on sent que l'aide extérieure commence à s'atténuer. On doit retourner vers la normale. Puis là, c'est là, je pense, que la fatigue embarque, l'adrénaline diminue et que les impacts au niveau émotionnel là, commencent à se faire ressentir. Puis, c'est pas un processus linéaire, c'est-à-dire qu'au fil du temps, oups, le premier anniversaire arrive, ça peut être un déclencheur. Pour les inondations printanières, bien, à chaque printemps, ça peut être un déclencheur. Ou chaque pluie abondante peut être un déclencheur, etc. Donc, pour le trouble du stress post-traumatique, évidemment, on parle ici d'une entité diagnostique. C'est quelque chose qui peut se diagnostiquer, comme je dis, en médecine. Je ne dirais pas nécessairement, mais c'est une définition là, du DSM qui est un peu la Bible là, des psychiatres ou des médecins de famille pour poser des diagnostics. C'est une entité complexe. Puis moi, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que dans les études, quand on fait des études téléphoniques, des enquêtes de santé, on ne prétend pas poser des diagnostics, on va plutôt regarder des manifestations de stress post-traumatique qui sont basées sur les critères là, dont s'inspirent les médecins. Donc, c'est juste pour faire la nuance entre manifestation de stress post-traumatique et trouble du stress post-traumatique qui fait l'objet d'un diagnostic clinique. Mais quand même, si on focus sur le trouble de stress post-traumatique, on a des recensions d'écrits qui ont regardé autant les catastrophes technologiques, naturelles, mais aussi même intentionnelles, donc c'est l'attentat terroriste. Je pense 284 études et globalement, quand on met tout ça ensemble, on constate que le trouble du stress post-traumatique pourrait être aussi élevé que 30-40% chez les victimes directes, donc nos sinistrés, 10-20% chez les premiers répondants, puis on inclut aussi les bénévoles, toutes les personnes là, qui ont été impliquées de façon urgente, pas seulement les premiers répondants au sens classique du terme. Et dans la population générale, là, au sein de la communauté affectée, ça pourrait aller aussi haut que 5-10%. Donc, c'est quand même pas à prendre à la légère, d'autant plus que, comme je vous disais, il y a plein d'autres manifestations psychologiques qui peuvent accompagner ça. Et justement, qui est plus à risque? Encore une fois, la littérature va nous dire que les personnes plus âgées, mais aussi les deux extrêmes d'âge, je dirais, les jeunes enfants vont être plus à risque. Les femmes, sinon, le fait de ne pas avoir d'emploi rémunéré, d'avoir un plus faible niveau de scolarité, c'est un peu les classiques. Les gens qui, au préalable, avaient déjà des problèmes de santé mentale peuvent être aussi plus à risque. Et on constate qu'en lien avec la catastrophe, si on a perdu un être cher, si on a été victime de blessures ou d'atteinte à son intégrité physique, dommage à sa demeure, ça fait bien du sens de penser que ces gens-là vont être plus affectés. Si on a dû être évacué, relocalisé, si notre situation géographique est très près de l'épicentre du désastre, de la catastrophe, et bien sûr, si on a eu des difficultés financières. Donc là, vous voyez, il y a plein de liens à faire avec ce qu'on entend récemment en lien avec les inondations, mais avec tout autre type de catastrophes. Et je voulais terminer la partie un peu plus théorique pour dire que quand on parle de personnes affectées, moi, je me tue à dire que oui, il y a les sinistrés directement auxquels on va penser plus intuitivement. Puis à la limite, les sinistrés, c'est sûr qu'il faut y penser, puis ils sont quand même relativement connus du système, accompagnés, si on peut dire. Mais il y a toutes les victimes qu'on peut dire indirectes, donc les gens de la communauté qui vont avoir été perturbés dans leur quotidien ou qui vont avoir vécu par ricochet. Je pense que le meilleur exemple, ça serait nos enfants. Les enfants de parents impactés, évidemment, peuvent eux aussi développer des problématiques. Donc, il faut
je pense avoir une approche un peu plus communautaire qu'une approche uniquement individuelle centrée sur les sinistrés. Et après une catastrophe, quand je parle de perturbation, au-delà du fait d'être sinistré, bon, l'évacuation, même si c'est préventif, des fois, on peut avoir des dommages mineurs à son terrain, à son domicile, sans être pour autant officiellement inondé. On peut avoir eu des interruptions de service, la job est fermée, l'école est fermée, je n'ai pas réussi à avoir accès à ma clinique habituelle ou à ma pharmacie, etc., etc. Donc, tout ça, il ne faut pas le prendre à la légère, ce n'est pas mineur, ça vient aussi ajouter un lot de stress. Je voulais faire un petit clin d'œil pour vous montrer à quel point ce que je dis, c'est vrai, c'est pas juste une conviction. Donc, en Angleterre, une étude qui a beaucoup inspiré d'ailleurs l'étude qu'on est en train de conduire au Québec auprès des régions qui ont été inondées. Donc, en 2013-2014, il y a eu de grosses inondations en Angleterre. On parle quand même de 6500 adresses qui ont été inondées et aussi un avertissement massif auprès de 2,5 millions de gens quand même. Et c'est là qu'on a décidé de faire la National Study of Flooding and Health qui visait essentiellement à bâtir une cohorte de gens qui vivaient dans des zones inondées et qu'on a suivi au fil des années. La cohorte, elle a commencé probablement autour de 14-15, puis en 2017, on publiait les résultats de l'an 1 de suivi post-inondation. Je vais aller très rapidement, mais juste pour vous dire quand même que ça va un peu dans le sens de mes appréhensions de ce qui se passe au Québec. Un an après les inondations en Angleterre, on voyait que les personnes qui vivaient dans des maisons qui ont été carrément inondées, avec au moins une pièce habitable inondée, avaient 6 à 7 fois plus de risque de soit présenter une dépression, une anxiété ou du stress post-traumatique comparativement à ceux qui vivaient en zone inondée, mais qui n'avaient pas du tout été affectés d'une manière ou d'une autre. 6 à 7 fois plus. Et même les gens qui n'étaient pas inondés, mais qui avaient été perturbés en zone inondée, eux aussi présentaient plus de risques de dépression, anxiété et stress post-traumatique comparativement à ceux qui n'avaient pas été vraiment ni perturbés ni inondés. Donc, le petit pictogramme ici, pas pictogramme, ma figure vous montre quand même en image. Je vous explique ici là, en lien avec la comparaison des 3 groupes, donc les gens inondés, les gens perturbés et les gens qui n'ont pas été perturbés, mais qui vivent en zone inondée. Donc, les différences sont quand même flagrantes. On n'est pas à se demander est-ce qu'il y aura un effet ou pas, là, il y a un effet. Les conséquences à court terme au Québec, parce qu'en Angleterre, c'est bien beau, mais on pourrait se demander est-ce que les choses sont différentes, pire, moins pire. En 2017, puis je tiens à dire, c'est pas mon étude, c'est vraiment la direction de santé publique de Montréal à l'époque qui a voulu réagir rapidement. Je suis juste allée leur donner un petit coup de main là-dessus. Donc, on se rappellera qu'en avril, mai 2017, notre province a été fortement touchée par les crues printanières. Plusieurs régions touchées, plusieurs inondées, plusieurs personnes évacuées. Et on savait bien à ce moment-là, puisque j'ai commencé on voulait mieux monitorer les impacts sur la santé physique et mentale. Et on ne voulait pas seulement attendre une enquête dans un an. La santé publique de Montréal avait ce souci-là de monitorer à plus court terme. Donc, ce qu'on a suggéré, c'est de se fier sur une approche qui est prônée par le CDC, le Centers for Disease Control and Prevention aux États-Unis, qui est la plus grande autorité de santé publique au monde, ou à peu près, qui, eux, prennent beaucoup sur le Rapid Needs Assessment, donc l'évaluation rapide des besoins, qui est vraiment chouette. C'est une technique quand même basée sur une approche scientifique, mais un peu comme, on appelle ça des dirty data. Donc, on accepte de le faire rondement ou de ne pas le faire parfaitement avec toutes les étapes habituelles requises pour faire une enquête en bonne et due forme, mais qui permet quand même de sonder le terrain rapidement, de prendre le pouls et surtout d'intervenir rapidement. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'au sein peut-être 2-3 semaines de suivant les inondations, ils sont montés une petite équipe, standardiser les gens, puis on a fait une opération de porte-à-porte. Donc, imaginez qu'on a bâti un questionnaire de type SurveyMonkey, donc électronique. Tout le monde se présentait avec son appareil intelligent, disons iPad. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on avait une capacité d'à peu près 200 porte-à-porte, 200 questionnaires à remplir en un week-end. Donc, on a échantillonné. L'idée du CDC, c'est ça, c'est de dire, bien, sur un potentiel de 10 quartiers inondés à Montréal, je dis n'importe quoi, mais en exemple, on va échantillonner des quartiers au hasard. Puis dans ces quartiers-là, on va échantillonner des rues au hasard. Puis sur ces rues-là, on va peut-être faire une maison sur 4. De sorte qu'on risque d'avoir, au bout du compte, un échantillon relativement représentatif des zones inondées à Montréal. Donc, en faisant ça, vous allez voir, ça a été en un week-end, ça s'est fait quand même très rondement. Puis la beauté de la chose, en faisant le porte-à-porte, oui, on collectait les données de manière électronique, donc rapide, mais en plus, une fois le questionnaire terminé, si la personne présentait des signes manifestes de détresse ou de problèmes de santé physique, on était déjà en mesure de les référer par les bonnes personnes. Donc, il y avait une portion fort intéressante.
Je le dis parce que c'est quelque chose qui, je pense, gagnerait à être élargi là, comme façon de faire au Québec. Donc, en termes de constat, juste pour vous dire à quel point ça a été parlant, on demandait aux gens si vous sentez en bonne santé physique et à peu près 2 fois plus de gens qui étaient inondés rapportaient avoir un état de santé passable ou mauvais comparativement à ce qu'on connaît par ailleurs à l'échelle de la population montréalaise. Quand même 1 sur 3 qui rapportaient des problèmes de santé physique directement, selon eux, liés aux inondations, et plus de la moitié concernaient des problèmes de santé respiratoire, parmi ceux qui disaient avoir des problèmes de santé physique. Donc déjà, les moissures, comme hypothèse, pouvaient être en cause. Et au niveau de la santé psychologique, les enjeux semblaient encore pires. Donc, 5 fois plus de gens du côté des sinistrés rapportaient avoir une moins bonne santé psychologique comparativement à ce qu'on connaît dans la population montréalaise. On parlait de problèmes d'anxiété, sommeil, concentration, qui pouvaient toucher jusqu'à 2 personnes sur 3 chez les inondés et 3 sur 4 chez les évacués. Ce qui fait quand même du sens, mais je pense que le fait de le monitorer, de le quantifier, et à ce moment-là, la directrice, la personne en charge de la direction de santé publique à l'époque avait fait une sortie publique déjà pour commencer à conscientiser sur le lien entre inondation et santé qu'on n'a pas toujours tendance à mettre de l'avant du premier coup. De mon côté, je vous dirais que ça a été beaucoup plus les conséquences long terme de la tragédie ferroviaire que j'ai exploité, bien pas exploité, mais que j'ai analysé, approfondi là, au fil des années. Puis je dis mais en fait, c'est une erreur parce que c'est vraiment, comme je disais depuis le début, Daniel Maltais travaille étroitement avec moi, donc c'est vraiment en collaboration UQAC et Sherbrooke qu'on a réussi à faire ça. Donc, vous voyez la magnifique ville de Lac-Mégantic qui d'ailleurs est toujours aussi magnifique. Oui, le centre-ville est en reconstruction, mais le bord de lac, les couleurs d'automne, c'est fantastique si vous avez la chance d'y aller. Mais malheureusement, comme vous savez tous, dans la nuit du 5 au 6 juillet 2013, on a tous été appelés vers 1h30, 2h du matin pour nous dire que, on l'a plus su vers 4h, mais qu'il y avait un train qui contenait 72 wagons remplis chacun de 100 000 litres de pétrole. Donc, la quantité totale de pétrole brut était incroyable et en raison d'une pente, donc il n'y avait pas ingénieur, je pense, ou de conducteur de train, il était parti dormir, donc il y avait une distance d'à peu près 10 km entre le village de Nantes et le centre-ville de Mégantic. Et ce qui s'est passé, c'est que le train, en raison d'enjeux techniques au niveau des freins, le train s'est mis à descendre la corde sans conducteur et au bout de la corde, il y avait une courbe assez prononcée, ce qui fait en sorte que le train a déraillé. Les wagons se sont rupturés, le pétrole a pris en feu et ça a amené à une série d'explosions. Tout ça dans le cœur du centre-ville de Mégantic. Donc, en chiffres, on peut voir quelques chiffres marquants. On sait qu'il y a eu 47 décès. Plus de la moitié de ces décès-là étaient des gens qui fréquentaient le Music Café, là, un petit bar qui avait la malchance d'être placé juste en arrière de la voie ferrée. Sinon, 27 jeunes qui ont été laissés orphelins, 2000 personnes qui ont été évacuées cette nuit-là ou le jour après. Des personnes qui n'ont toujours pas pu réintégrer leur domicile, une contamination importante. Donc, vous voyez l'ampleur des impacts qui est quand même pas mineure ici. Je pense que les images, on les a vues en masse, là, mais c'est juste pour se rappeler un peu l'ampleur du phénomène. Donc, dans ce contexte-là, comme je vous dis, ça a pris quelques semaines avant d'allumer, même quelques mois, mais Daniel Maltais s'est montrée convaincante en disant on devrait vraiment faire une étude. Mais vous comprenez qu'à cette époque-là, il n'y avait pas encore de financement tout à fait clair. Donc, on a pris l'argent de la Direction de santé publique pour la première étude. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a monitoré auprès de 800 adultes qui habitent dans la MRC du Granit, qui est la MRC où Lac-Mégantic est la ville-centre, en fait. Donc, on a fait ça avec un échantillon purement aléatoire, des numéros de téléphone générés de façon aléatoire. Les résultats ont été tellement concluants qu'on a décidé de répliquer l'histoire une deuxième fois, donc 2 ans après la tragédie. 3 ans après, Daniel Maltais avait la force de montrer, de faire les preuves. Daniel Maltais a réussi à aller chercher une subvention du CRSH pour faire une 3e enquête et même un peu plus que ça. Et une 4e enquête a été faite tout récemment, été ou même automne 2018. C'était les 800 mêmes à chaque fois? Non, mais bon point, c'est vrai, j'oublie toujours de le dire. En fait, à chaque fois, c'est des échantillons aléatoires. Donc, c'est sûr que pour une population, tout est partout de 20 000 citoyens au granit. Donc, on peut penser peut-être 14 000 15 000 adultes tout au plus.
on en prenait 800. Donc, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont vous dire avoir répondu plus d'une fois, mais c'était complètement anonyme. On ne pouvait pas faire le lien parce qu'on voulait favoriser un bon taux de participation. Les gens c'était très sensible comme nature de questions, comme vous allez voir. Par contre, Danielle Maltais, dans sa troisième enquête, elle a quand même fait un suivi dans le temps pour 164 participants aussi. Donc, ça aurait été un suivi à petite échelle, mais quand même assez intéressant aussi. Nous, l'idée, c'est voulu, c'est qu'on ne voulait pas suivre l'évolution des gens, mais suivre l'évolution de la communauté. Donc, prendre une photo l'an 1, l'an 2, l'an 3 et l'an 5 suivant la tragédie. Dans le questionnaire, chose vraiment intéressante, c'est le type d'exposition qu'on a monitoré, Daniel et moi. Donc, les pertes humaines, matérielles et les pertes sont plus subjectives. Donc, sur le plan humain, tout ce qui a rapport à son sentiment de sécurité ou celui d'un proche, ou évidemment le fait d'avoir perdu un proche ou d'avoir été blessé. Perte matérielle, c'est le fait d'avoir été délocalisé pendant un certain temps ou même pire, avoir eu des dommages à son domicile ou perdre son emploi, donc vraiment plus matériel économique. Et perte subjective, que moi, je n'y aurais pas pensé, c'est vraiment Daniel qui dit c'est important. Des fois, c'est une perte qui n'est pas tangible. Je viens un peu à ma notion de perturbation, mais des gens qui disent, moi, cet événement-là est venu vraiment perturber des choses, est venu nuire à un projet que j'avais ou est venu nuire, j'ai pensé que ça pourrait me nuire plus tard. Donc, on est vraiment dans cette sphère-là. Et vous allez voir, c'est assez pertinent d'avoir inclus ça. Donc, en gros, ce qu'on a fait, c'est que si les gens rapportaient des pertes humaines, matérielles et subjectives, donc les trois en même temps, on les a classés comme étant intensément exposés. S'il y avait un ou deux des trois types d'exposition, c'était modérément exposé et faiblement exposé, c'est aucun type d'exposition. Ils demeurent quand même dans la MRC du granit, donc ils sont un petit peu exposés à tous les brouhaha autour de ça, mais ils n'ont pas eu de perte en tant que telle documentée. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'à partir de ces trois catégories-là d'exposition, on a comparé les trois groupes selon toutes sortes d'indicateurs de santé mentale. Donc, un an après la tragédie, on était surpris, mais je veux dire, bon, je m'attendais quand même un peu à ça. Premièrement, on voyait que le nombre de gens à la MRC du Granit, pas juste Lac-Mégantic, mais l'ensemble de la MRC, donc ça va beaucoup plus large que juste la ville-centre. Il y a quand même une personne sur 6 qui rapportait avoir eu une exposition intense. C'est quand même énorme. Et sinon, au moins 75% des gens qui disaient « j'ai eu au moins un type de perte ». Les gens affectés, comme je vous dis, il faut ratisser beaucoup plus large que juste les sinistrés au sens sécurité publique, par exemple. Ensuite, quand on s'est mis à comparer, on a rapidement vu que, par exemple, au niveau des symptômes dépressifs, vous pouvez voir que ceux qui ont été intensément exposés, 50% d'entre eux rapportaient des symptômes dépressifs, pas nécessairement une dépression clinique, mais des symptômes comparativement à peu près 23% chez ceux qui sont dans la catégorie aucune exposition. Puis si on compare avec l'ESTRI en général, là, on est à peu près dans les mêmes tendances. Donc, 2 fois plus de symptômes dépressifs. Là, je vais passer sur les autres diapos, mais dites-vous que le même phénomène s'est observé pour les manifestations anxieuses, toujours plus élevé chez les gens intensément exposés. La consommation de substances, alcool ou médicaments contre le stress, toujours, on voit vraiment un gradient quand même assez frappé entre les gens intensément exposés et les gens qui n'ont été pas du tout ou peu exposés ou encore comparativement à l'ESTRI. Jusque-là, on s'est dit bon, parce que tu sais, la chose que je n'avais pas réalisée comme directrice, c'est quand tu fais ce type d'enquête-là et que tu sors publiquement, les gens vont dire bon, les chiffres, c'est bien, mais c'est quoi la suite? Sur le coup, je suis désolée, mais je dis, bon, on va faire une autre enquête 2 ans après. Là, mais c'était pas la réponse du siècle, mais oui, il fallait faire ça, mais je vais vous avouer que, c'est mon point, il n'y a pas de guide si clair que ça sur quoi faire pour promouvoir la résilience d'une communauté ou guérir une communauté d'un trauma collectif. Je vous dis, là, il n'y en a pas tant que ça. Fait que je n'avais pas de réponse très, très intelligente à dire à ce moment-là. Mais on s'est dit, ben écoute, par chance, il y a quand même il y a des belles initiatives dans la communauté qui se font, les gens vont sûrement se relever. On va faire une deuxième enquête à l'automne, donc même 2 ans et demi après, puis on va se passer les doigts que les choses se sont améliorées. Et là que non. Donc, troubles anxieux, bon, j'ai mis une flèche à la hausse, mais d'un point de vue statistique, ici, ce n'était pas une hausse statistiquement significative, mais chose certaine, l'anxiété, telle que rapportée, donc les troubles anxieux diagnostiqués par un médecin, mais tels que rapportés par nos participants, était certainement pas à la baisse en 2014 et 2015 et le gradient entre les gens intensément exposés et peu exposés était toujours tout à fait présent. Le sentiment d'insécurité, c'est quelque chose qui était déjà marquant en 2014, mais qui s'est mis à augmenter. Donc, les gens se sentaient de plus en plus insécures dans leur communauté, notamment les gens qui se disaient intensément exposés. Donc, ça, il y a quelque chose qui nous a un peu fatigués là.
On sait qu'il y a eu le retour du train entre l'an 1 et l'an 2, entre les deux enquêtes. Donc, c'est une hypothèse, là, comme quoi le retour du train a peut-être pu contribuer à ce sentiment d'insécurité-là grandissant. Et Danielle Maltais, qui s'est toujours montrée aussi convaincante, m'a convaincue la deuxième enquête de dire qu'il faudrait mettre des questions de stress post-traumatique. Je ne sais pas pourquoi, mais la première fois, par manque d'argent, d'espace dans le questionnaire, j'avais dit non. C'est une erreur. Mais bref, je n'ai pas de comparatif 2014, mais quand vous voyez ici, je me dis, wow, peu importe c'est quoi l'évolution, il y a quelque chose d'assez choquant ici de se dire que 2 ans et demi suivant la tragédie, pour l'ensemble de la MRC du Granit, là, les gens qui ont été intensément exposés ont, parmi ceux-là, 75 présentent des manifestations modérées ou sévères de stress post-traumatique. 75 Ça peut être des cauchemars, des comportements d'évitement, des pensées intrusives. Donc, il y avait un cumul de ces symptômes-là qui faisait qu'ils cotaient au niveau de l'échelle de stress post-traumatique. Et étonnamment, ça c'est un point majeur que je veux dire aujourd'hui, en 2014 et 2015, malgré que ce que je viens de vous dire, c'est que les problèmes ne s'étaient pas du tout améliorés, l'enjeu était très présent, les gens nous rapportaient consommer de moins en moins de services psychosociaux. Puis quand on s'est mis à parler avec les gens sur le terrain, les gens disaient on est un petit endroit, je n'ai pas nécessairement le goût d'être étiquetée comme malade, je ne me sens pas malade, c'est pas moi qui est malade, c'est la situation qui n'est pas normale, je n'ai pas le goût de porter cette étiquette-là sociale. Oui, je fais des cauchemars, qu'est-ce que tu veux? Si tu avais vécu la même chose, toi aussi t'en ferais. Donc, les gens, on a fait réaliser que l'offre de services qu'on avait au niveau psychosocial devait peut-être être réfléchie parce que forcément, on ne répondait pas à l'ensemble des besoins là, par ces services-là. Je ne sais pas parce qu'ils n'étaient pas bien, c'est juste qu'il fallait c'est un contexte évolutif, puis il fallait évoluer, nous aussi, avec ça. Donc, 3-5 ans après, là, je vous épargne un peu tous les détails, mais juste pour vous dire qu'à l'automne 2018, quand on regarde le stress post-traumatique, ça demeure tout à fait élevé. Là, au niveau de tests de significativité, il n'y a pas de hausse ni de baisse, c'est stable au fil du temps, ça demeure très, très présent. Par contre, au niveau des troubles anxieux, ce qu'on voit, c'est qu'on a atteint un certain pic là, en 2016, ça continue à monter, puis ça a diminué. Puis plusieurs autres, le sentiment d'insécurité a diminué aussi. Donc, on voit que c'est comme si ce qui pourrait empêcher les gens de fonctionner là, commence à se résorber tranquillement. Tout n'est pas rose, mais vous voyez que l'anxiété, quand même, 11 des gens intensément exposés rapportent de l'anxiété, alors qu'en Estrie, globalement, ce taux-là a augmenté au fil du temps. Donc, on n'a plus une très grosse différence avec le reste de l'Estrie. Donc, il y a quelque chose quand même de rassurant à cet égard-là. Donc, comment expliquer la situation? Bien, on se rappelle ici qu'une catastrophe technologique, peut-être la petite différence avec les catastrophes naturelles, c'est qu'il y a une erreur humaine flagrante derrière. Je ne vais pas revenir sur la question de lac mégantic. Là. Il y a eu quelques erreurs, peut-être pas juste une. Il y a eu plusieurs pertes humaines, matérielles et sur le plan plus subjectif, comme je disais. Mais il y a eu aussi beaucoup de stresseurs secondaires. Puis ça, souvent, on a tendance à les oublier. Puis je pense que ça s'applique aussi très bien à la question des inondations. Donc, on a une ville à reconstruire. Ça crée de la tension, de la division dans une communauté. Il y a un processus d'indemnisation. Est-ce que je vais avoir plus ou moins que mon voisin? Est-ce qu'on a bien reconnu à quel point j'ai été affecté? Il y a un processus judiciaire. Est-ce que c'était criminel ou pas, etc. Puis, un retour de la circulation du train en ville. Tout ça sont des stresseurs qui ont largement contribué au maintien des symptômes. Puis, au cours des premières années, il y avait tranquillement une certaine diminution, atténuation des ressources en place du soutien. Parce qu'à un moment donné, il fallait prendre ces ressources-là, les mettre ailleurs. Donc, tout ça qu'on met ensemble, on pense que ça n'a peut-être pas aidé là, au rétablissement plus rapide de la communauté. En même temps, ce qu'on se dit, c'est que je pense qu'avec le stress post-traumatique, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une certaine marque, probablement, qui s'est imposée là, chez plusieurs personnes. Est-ce que c'est nécessairement pathologique, grave, insurmontable? Est-ce que ça... Non, je pense que les gens, en gros, ce qu'ils nous disent à travers l'enquête, c'est que oui, je vais peut-être faire des cauchemars là-dessus toute ma vie. Oui, non, j'aimerais jamais revoir un train, puis non, je vais toujours faire un sursaut quand je vais l'entendre, le train. Mais est-ce que maintenant, je suis capable de vivre avec ça, de m'adapter et de retourner au travail, puis de mener une vie un peu plus normale? Je pense que les statistiques sont là pour montrer qu'on tend vers cette tendance-là. Donc, vous voyez, c'est un peu comme ça que je l'expliquerai. Puis l'étude en cours, vous voyez, avec tout ce qu'on a appris à Mégantic, puis de par ailleurs dans la littérature dans le monde, quand sont survenues les inondations 2019, on s'est dit pourquoi pas aller de l'avant avec ce type d'enquête-là, mais un peu une modalité différente pour essayer de rejoindre les gens de différentes régions du Québec, mais qui ont le lien commun de vivre dans des zones inondées.
Donc, c'est une recherche qui est financée par le Fonds vert, donc le plan d'action changement climatique 2013-2020, le volet santé. Et je travaille avec Daniel Maltais de l'UQAC et avec Philippe Gachon de l'UQAM sur ce projet-là, de même que plusieurs collaborateurs issus des différentes directions de santé publique et de l'INSPQ. Et ce qu'on vise vraiment, c'est de faire un portrait mieux documenter l'état de santé, les facteurs de risque, les facteurs de protection en lien avec les inondations de 2019 et aussi d'en arriver à proposer des interventions psychosociales. Puis vous allez voir, par psychosocial, ça ne veut pas dire que c'est nécessairement juste de l'ordre du ministère de la Santé et des Services sociaux. Moi, je pense que c'est comment on interagit autant au niveau du secteur municipal, des organismes communautaires, de la sécurité publique. Donc, tous ces gens-là qui sont en première ligne avec nos sinistrés et même nos communautés affectées, comment on interagit avec eux pour essayer d'atténuer l'impact que nos interventions peuvent avoir sur leur morale et leur santé mentale. Donc, je pense que la raison d'être des inondations en 2019, vous la connaissez tous, là, ça a été quand même assez important. Beaucoup de stress, beaucoup de pertes, des impacts potentiellement sur la santé physique et psychologique. Et jusqu'à preuve du contraire, il n'y avait pas d'enquête comme ça québécoise à large échelle. Bien sûr, il y a eu d'autres enquêtes, mais qui couvraient Québec, aucune enquête avait été menée à ce jour. Donc, aujourd'hui, je ne vous présenterai pas de résultats parce que la collecte commence incessamment, d'ici une semaine ou deux, par la firme Léger. On a bien hâte de voir les résultats, mais ce qu'on vise avec ces données-là, c'est d'écrire les populations affectées, documenter les conséquences autant sur la santé physique que psychologique, identifier les facteurs de risque de protection et déterminer les stratégies d'intervention efficaces. Et pour ce faire, on a vraiment deux volets. Donc, c'est une recherche fixe, en fait. Donc, le volet quantitatif, c'est la fameuse enquête populationnelle qui s'apprête à être lancée dans les prochaines semaines par la firme de sondage dans 6 régions, Montréal, Laval, Montérégie, Outaouais, Mauricie-Centre du Québec et Laurentides, bien sûr. Et au final, on s'attend à avoir 3000 répondants qui vont répondre à un questionnaire d'environ 20 minutes, soit par la voie téléphonique ou la voie web. Là, on va donner le choix aux gens. Puis pour le volet qualitatif, c'est assez intéressant, ça, je trouve, de compléter pour arriver à des recommandations qui s'appuient un peu plus sur le terrain en termes d'intervention efficace. Danielle Maltais, c'est plus elle qui est en charge de ça. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle mène 18 groupes de discussion. Donc, dans les 6 régions concernées, des groupes qui étaient auprès de gestionnaires de mesures d'urgence, le volet social, des intervenants sur le terrain et des intervenants plus municipaux. Donc, voir un peu comment les discours convergent ou divergent selon les groupes et selon les régions. Donc, tout ça, c'est en cours aussi au moment où on se parle. Et j'ai passé tout droit, mais le bilan hydrométéorologique avec Philippe Gachon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de quantifier l'exposition des gens de manière plus objective sur la base du bilan hydrométéo. Donc, par exemple, pour une adresse donnée, le plus haut niveau d'eau et la durée de temps de la montée d'eau quantifié selon les données RadarSat, etc. Donc, ça va être aussi vraiment une première. Je ne pense pas que j'ai déjà vu une étude comme ça où on va quantifier de manière subjective selon ce qui est rapporté par les participants en termes d'exposition, mais aussi quantifier de manière plus objective. Ce qui est intéressant, c'est que si on fait ça, peut-être que par après, pour d'autres inondations, on sera déjà en mesure, par les données plus objectives et plus facilement accessibles, de prédire où les enjeux psychosociaux pourraient être les pires. Ça, c'est Philippe Gachon qui est derrière ça, je l'ai dit. Ouais, okay. Donc, la partie la plus intéressante pour moi, mais je vais passer rapidement, parce que je peux vous parler de comment voir la résilience pendant des heures et des heures, mais juste qu'on ait quand même une vue d'ensemble. Ça, c'est vraiment des apprentissages tirés de la Mégantic et toujours appuyés sur la science aussi, mais je veux quand même vous conter rapidement la petite histoire de Mégantic. Donc, les principes de résilience communautaire, je ne les lirai pas, mais je pense juste quand même qu'il faut retenir que c'est à toutes les phases de catastrophe, donc autant en préparation, une communauté qui est capable de résister pendant l'impact, qui est capable de se reconstruire, se rétablir et qui est capable de consolider, d'apprendre, de tirer des leçons et de s'assurer qu'on va être meilleur la prochaine fois. C'est vraiment à tous ces niveaux-là. Puis, ça, je vais passer, mais juste dire que essentiellement, l'être humain, la grande majorité des gens, on a une résilience individuelle en dedans nous. Ça, c'est pas, c'est assez humain et assez universel. Par contre, il y a des facteurs communautaires qui permettent d'activer cette résilience individuelle-là. Donc, on ne peut pas départager les deux. Quelqu'un de très résilient sur le plan individuel, mais qui n'a pas les bonnes ressources sociales, pourrait moins mettre à profit sa résilience individuelle. D'où l'importance d'agir au niveau social, au niveau communautaire. Je pense là-dessus. Il y a quand même un cadre de référence qui a grandement inspiré notre approche à Lac Mégantic, c'est le Enrich Framework.
Dans le fond, c'est un cadre qui est bâti sur des groupes de discussion de 5 communautés canadiennes où essentiellement on a réuni des gens plus à haut risque avec handicap, avec limitation, pour voir, vous, quels seraient les ingrédients, comment on pourrait, les ingrédients clés pour qu'une communauté soit plus résiliente avant, pendant ou après une catastrophe, tout type de catastrophe confondue. Et ça a donné à peu près ce cadre-là où, en fait, ce qu'on met au centre du cadre, c'est une capacité d'adaptation qui est évolutive. On sait que le contexte est complexe et changeant rapidement. Il y a 3 piliers. Donc, on doit miser sur l'empowerment des individus et des acteurs locaux, la collaboration, puis aussi l'innovation. Devant un phénomène complexe qui a ses propres particularités, on doit penser un peu en dehors de la boîte, on doit essayer de créer, innover, d'où peut-être l'intérêt de travailler avec des chercheurs, des experts pour penser en dehors de la boîte puis développer des nouvelles façons de faire. On doit, en termes d'intervention, agir sur la sensibilisation, l'information, la gestion basée sur les forces plutôt que les faiblesses. Donc, regardez, notre communauté n'est pas juste une communauté qui va mal, c'est une communauté où on a des forces. Puis en se connaissant nos forces, on va capitaliser là-dessus pour essayer de remonter notre résilience. Le leadership en amont, parce que c'est même beau une communauté qui veut être résiliente, qui se connaît, puis qui fait son advocacy, mais s'il n'y a personne qui prend ça, qui l'écoute, puis on a besoin finalement d'un gouvernement et d'autorités qui entendent, sont prêtes à jouer un leadership aussi et à investir aux besoins dans ce communauté-là, et la connectivité ou la cohésion sociale. Un message clé aujourd'hui aussi, c'est que la reconstruction sociale ou le rétablissement psychosocial, appelez-le comme vous voulez, ce n'est pas que l'affaire du réseau de la santé et des services sociaux. C'est impossible. Je donnais un peu une image tantôt à quelqu'un, dire on a une plaie qui saigne, là. La plaie, elle saigne. Le réseau va mettre un peu de pression pour empêcher que le sang continue. Mais la plaie, il faut qu'elle guérisse. Puis la plaie, pour qu'elle guérisse, il y a tous les acteurs en amont qui contribuent à faire saigner. Donc, on a un rôle à jouer. Tout le monde qui est en interface avec les individus de la communauté a un rôle à jouer, puis on va être conscient qu'ils peuvent avoir des impacts, soit positifs ou négatifs au niveau psychosocial. Donc, ça, c'est vraiment capital pour le reconnaître tous. Les décisions qu'on prend pour la reconstruction physique, la reconstruction économique peuvent avoir des impacts au niveau social. Donc, on doit toujours considérer cette interaction-là entre les trois. Et à Mégantic, juste pour dire, parce que quand même, ça a été assez probant comme histoire, là, je ne sais pas, peut-être que j'ai été chanceuse, je ne sais pas. Mais dans le fond, comme je disais, on a dévoilé les résultats de l'enquête l'an 1. Puis bon, ça a permis quand même, après un an, de convaincre notre gouvernement de maintenir les ressources psychosociales en place plus longtemps que ce qu'ils avaient prévu au départ. Donc, on était déjà contents. La deuxième année, là, ça a été vraiment un nombre de chocs là, pour la communauté. De voyons, comment ça qu'on va pas mieux? Puis, on ne veut pas que tu fasses encore une autre étude puis nous dire que les choses vont te les remplir. Bon, ça a vraiment été, mais vraiment, sur le coup, les gens étaient un peu fâchés, à la limite, de dire c'est quoi le but là, de sortir ça publiquement? C'est de montrer qu'on va mal, qu'on a des problèmes? Je dis, ben non, moi, le but, c'est de sensibiliser, mais premièrement, la communauté, sur le levier de mobilisation, c'est qu'on prenne conscience collectivement que non, ça ne va pas bien, mais surtout qu'après ça, ça soit un levier pour dire qu'est-ce qu'on veut comme recherche de solution. Puis mon deuxième but, c'est de sensibiliser aussi nos décideurs. Puis la vérité est souvent la vérité qui est entendue dans les médias. Donc, moi, est-ce que ça devient une vérité plus importante dans la liste des vérités? Donc, finalement, et bref, tout ça pour dire qu'on a d'abord monté une journée de réflexion, peut-être un mois suivant la diffusion des données en 2016, avec tous les acteurs clés de la communauté. Vraiment, en une journée, l'intelligence collective, moi, ça m'a impressionné. À la fin de la journée, on était capable d'identifier les grands jalons d'un plan d'action. Qu'est-ce qu'on a besoin pour que notre communauté aille mieux en une journée? Ensuite, ils ont dit, ben, pour qu'on aille mieux, on a un plan d'action, mais ça, il manque peut-être quelques ressources. Donc, ils se sont virés un peu vers moi en disant, ben, est-ce que toi, comme directrice de santé publique, tu as des leviers? Je dis, on va faire ce qu'on peut. Donc, on a écrit, on a monté un dossier pour dire, écoutez, voici les impacts documentés avec une recherche rigoureuse. Voici l'effet de la mobilisation communautaire. On a une communauté qui sait ce qu'elle veut, puis elle sait où est-ce qu'elle s'en va. Maintenant, voici ce qui manque. Puis, écoutez, ils ont dit, qu'est-ce que tu veux comme argent? Je dis, écoute, $250 000 pour avoir 3 personnes temps plein, puis des locaux, là, pour avoir une équipe à temps plein qui s'occupe du rétablissement en dehors des murs de l'hôpital et de la clinique, là, vraiment en communauté, avec peut-être un autre 100 quelques mille pour mener des projets à bien dans la communauté. Ils ont dit, l'équipe, combien de temps? Je dis, écoute, 3 ans au moins, pour que ça vaille la peine qu'on s'investisse. Ils ont dit, si on te la donne permanent à vie, tu vas être contente. Je dis,
Ben, ils ont dit combien de temps tu penses que ça va durer? Je pense que ça va durer plusieurs années. On donne budget permanent récurrent à vie. Donc, on a une équipe maintenant de proximité qui n'existait pas en 2016, qui existe depuis août 2016, qui est là de façon permanente. Ça lance un message quand même fort à la communauté. Et on a aussi la Croix-Rouge, juste pour dire quand même, qui, quand ils ont vu qu'on se mobilisait, tout ça, ils étaient vraiment contents. Ils nous ont appelé pour dire, nous, on a encore un certain fonds là, qui demeure de toutes les donations, des dons. Et ils ont dit, on serait prêt à investir encore plus. Est-ce que vous auriez besoin d'autres argent? Je dis, oui, mais je suis une nature dépensière, donc je n'ai pas de problème. Finalement, on a élargi l'équipe, donc on a vraiment une équipe assez solide depuis 3 ans. Donc, plan d'action, je vais passer tout droit, mais juste dire que le maintien des services psychosociaux, c'est important, mais surtout l'adaptation, changer nos façons de faire, aller au-devant des gens, sortir de la clinique, puis avoir des approches informelles. C'est ça que les gens nous disaient. Ils ne viendront pas voir à l'hôpital, puis ils ne viendront pas faire de la psychothérapie, même si c'est un local au centre-ville. Trouver des façons différentes d'agir. On dit OK. Donc, voici la merveilleuse équipe de Lac-Mégantic. Je les aime vraiment beaucoup. Une fois par mois, on passe la journée complète ensemble. Ça, c'est sans compter tous les millions de courriels qu'on s'écrit. Je les accompagne comme médecin dans toute cette aventure-là parce que l'histoire, c'est que ça a tellement été inattendu d'avoir tout ce financement-là quand même assez rapide, tout ça sur une période de quelques mois, que quand on a recruté les gens, ils ont dit, bon, ben, Mélissa, on fait quoi? J'ai dit, bon, bonne question. J'ai dit, j'ai pas de plan d'action. Tout ça est allé presque trop bien. J'ai dit, j'avais une idée des bonnes pratiques, mais tu sais, il n'y avait pas de description d'emploi. C'est pas un genre d'emploi typique être dans une équipe de proximité post-catastrophe. Assez que de nos jours, on fait des conférences un peu partout dans le monde pour expliquer quelle est cette équipe-là. Elle est quand même assez unique. Ce qu'on s'est dit d'abord pour se définir des principes, donc on veut une action vraiment avec les citoyens au cœur de tout. On veut une approche participative, on veut agir autant que possible en promotion, prévention, donc agir avant que le problème prenne l'ampleur. On veut faire du repérage, évidemment. On veut agir à différents niveaux, donc des individus, des groupes d'individus, mais aussi sur le collectif. On veut toujours travailler de façon rigoureuse, basée sur les meilleures données scientifiques. On veut, puis là, c'est une trop fatigante, les filles, avec ça, mais à chaque fois, je leur dis, as-tu rédigé une fiche, as-tu synthétisé? Parce que moi, je pense qu'il faut qu'on garde les traces de ça, il faut qu'on apprenne de ça, il faut qu'on nous-mêmes, on apprenne pour évoluer et améliorer nos pratiques à chaque mois. Je vous dis qu'à chaque mois, ça change, c'est incroyable, mais surtout de tirer des leçons qu'on a le devoir, à mon avis, de partager au monde entier ensuite. Et on a justement, ça c'est tout un travail, mais 12 initiatives prometteuses. Le document est en refonte, donc on est rendu à 15, je pense, initiatives prometteuses. En fait, c'est des initiatives qui n'ont pas nécessairement toutes été évaluées une par une parce que le travail serait trop gros. Je n'ai pas un labo de recherche dédié uniquement à ça, mais quand même des initiatives qui, de par nos observations, ont vraiment eu des effets très positifs au sein de la communauté. Donc, je vous en présente juste 2 rapidement pour que vous voyez un peu, juste dire qu'est-ce que ça fait une équipe de proximité. C'est sûr qu'on fait du outreach avec les gens, puis on fait toutes sortes d'actions individuelles. Mais au-delà de ça, on s'implique dans plusieurs projets. Projet photo-voix. Donc ça, on s'est dit, la voix artistique, elle est excessivement intéressante parce que les gens, si tu leur dis, veux-tu venir faire de la psychothérapie? Non. Est-ce que tu veux participer à un projet artistique? OK, peut-être. Au bout du fond, ça fait la même chose. Parce que les gens, on leur donne un petit appareil photo. C'est pas des gens, on ne voulait pas des experts en photographie, juste des gens qui avaient le goût de faire un loisir, en étant conscient qu'il y avait des rencontres de groupe qui venaient avec ça. Donc, 6 rencontres sur 6 mois, une fois par mois. Entre les rencontres, les gens, on leur donne un thème. Qu'est-ce qui fait au niveau de ta nature qui fait que tu es fier de faire partie de Lac-Mégantic? Au niveau du patrimoine historique, culturel, bon, il y avait des thèmes comme ça. Puis les gens revenaient avec leurs photos, puis en groupe partageaient. Là, parmi toutes les photos, ils choisissaient 1 ou 2 photos qui les avaient particulièrement marquées, puis ils mettaient de la voix, donc des mots autour de ça pour expliquer. Ce qui est ressorti de là, nous, on ne leur demandait pas de parler de leurs émotions, de la tragédie, mais évidemment, naturellement, ça ressortait. Une photo avec une traque de chemin de fer, avec un petit mauvais herbe. Du coup, tu dis, OK, c'est de l'art. Mais finalement, non, le mauvais herbe, ben oui, il y a la réciprocité de l'argent, c'est pour dire qu'il y a une vie après le drame. Bref, les mots qui ont été mis autour de ça sont fantastiques. Donc, ça a quand même, 13 citoyens qui ont participé, c'est pas si gros, mais c'est surtout qu'ensuite, on a fait une exposition, donc 200 visiteurs qui sont venus, des décideurs locaux, des différents partenaires de la communauté. Donc, les gens ont pu bénéficier de ça, puis eux aussi ont pu prendre connaissance des mots derrière les photos. Et notre député a vraiment été impressionné, notre député fédéral, il a dit, écoute, on vous invite au Parlement à Ottawa, donc ils sont allés le rencontrer. Comme on dit souvent, ils ont eu leur selfie, eux aussi, avec Justin Trudeau. Mais tu sais,
Ces citoyens-là, imaginez 13, c'est pas une si grosse job que ça à faire, 13 personnes qui sont retrouvées au Parlement, en termes d'empowerment et d'introspection, il y a vraiment eu quelque chose d'intéressant. Juste un petit témoignage, une participante qui disait qu'à travers les séances, on pouvait exprimer notre tristesse, nos émotions ouvertement, parce qu'on était bien accueillis, sans critique. Au début, c'était assez émotif, mais au fil des rencontres, se transformer en quelque chose de plus léger. Ça m'a fait un bien immense, ça a fait une grande différence. Donc, vous voyez, c'est ce genre de trucs sur lesquels on travaille. Je vais passer la place éphémère, qui est vraiment un bon coup, mais parce que par faute de temps, je termine avec ça en disant que c'est assez intéressant parce que dans notre dernière enquête 2018, on a rajouté une question. On a demandé aux gens, là, au cours des 12 derniers mois, quels sont les éléments qui ont le plus contribué à améliorer votre bien-être sur un an? Pas en fait le plus, mais on leur demandait pour chacun de ces éléments-là, pas du tout, un peu, moyen, beaucoup, souvent. Donc, ceux qui ont dit que ce que vous voyez ici, c'est les éléments qui ont contribué de manière significative à améliorer le bien-être. Au top, là, autant pour les gens de Mégantic qu'ailleurs au Granit, c'est le soutien des proches, ce qui fait du sens. Ensuite, le climat d'entraide. Intéressant. Le fait d'être impliqué dans des projets individuels. Le fait de participer à des événements collectifs. Oui, ensuite, l'annonce de la voie de contournement annoncée a fait beaucoup de bien à plusieurs personnes, mais elle arrive quand même en numéro 5. C'est ce que je veux dire par là, c'est que cette résilience-là communautaire, le fait de donner l'opportunité de s'impliquer dans des projets communautaires ou individuels, puis d'avoir un climat constant d'entraide, a joué pour beaucoup également. Donc, leçon tirée, c'est capital, à mon avis, d'une manière ou d'une autre, d'avoir une certaine forme de suivi des conséquences socio-sanitaires à la suite de catastrophes de grande ampleur. On doit avoir une approche qui tient compte à la fois des forces et des faiblesses de la communauté. L'implication des citoyens, ce n'est pas une option, c'est essentiel. Les professionnels, les chercheurs en santé publique, je pense même plus largement, on doit absolument collaborer avec les gens du terrain si on veut s'approprier la réalité et être capable de... On ne peut pas arriver en dictant ce qu'ils doivent faire, on peut juste être des moteurs pour des leviers pour la mobilisation, mais ils doivent trouver des solutions par eux-mêmes, ça a beaucoup plus de chances d'être porteurs. Et les apprentissages tirés des expériences passées, mais aussi de notre expérience actuelle, doit nous inspirer dans le rétablissement et dans le Build Back Better, donc être meilleur pour les prochains événements. Donc, c'est important de développer une compréhension commune des risques, je pense que j'ai vendu le point, et de travailler tous ensemble à la recherche de solutions, surtout dans un contexte où, nous savons tous, les risques sont appelés à augmenter, entre autres en raison des changements climatiques, vieillissement, urbanisation, migration, etc. Donc, mieux vaut s'y préparer dès maintenant. C'est beau, là. Ça, c'est moi qui ai pris la photo, ça va fait du bien aussi. Puis juste vous dire, il y aura des références sur certains écrits que Daniel Maltais, moi et d'autres collègues ont écrits à la suite. Tu passais tous tes slides? Ah, ben oui! C'est vrai que tu parlais.